Salut, attention, je ne vais pas dire la vérité, je vais simplement faire un témoignage d'être humain et plus précisément ça va encore être une vidéo de témoignage d'une échelle émotionnelle. J'ai un copain animal qui vient me voir. Oui, je remercie énormément la personne qui a accepté que je rende public sa vidéo, pardon, pas sa vidéo, que je rende public son échelle émotionnelle. Et en fait, ces échelles émotionnelles, je crois que je vais en diffuser deux, mais il y en a surtout une que je trouve importante. Parce que je pense qu'elles illustrent très clairement qu'est-ce qui se cache derrière l'état amoureux, derrière ce qu'on croit la plupart du temps en Occident et pas seulement être l'amour. Quand on tombe amoureux, donc déjà moi j'aime pas tomber personnellement, je ne sais pas si vous aimez ça tomber, mais tomber amoureux, déjà l'expression devrait nous indiquer ce qu'il s'agit en fait. Et donc qu'est-ce qui se cache derrière? Donc grâce à cette personne qui accepte que je rende public ces échelles émotionnelles, en les gardant anonymes, vous saurez que c'est une femme, mais vous n'en saurez pas plus. Je la remercie beaucoup parce que je pense qu'elle va permettre d'aider bien des personnes. C'est une chose d'aller voir l'origine psychologique des émotions négatives qu'on considère comme des blessures, des problèmes, des mal-être. On peut prendre des médicaments à cause de ces émotions des fois, etc. etc. Mais c'est pas souvent qu'on a à y mettre la conscience sur les émotions positives qu'on confond avec l'amour. Et qu'on pense être amoureux, qu'on pense aimer l'autre parce qu'on se sent bien. Alors on va dire comme ça, on va dire je me sens bien, donc bien ça veut rigoureusement rien dire, donc ça permet de cacher la réalité de l'émotion. Quand quelqu'un dit qu'il se sent bien la plupart du temps, alors attention après les mots sont les mots, on ne sait jamais ce qu'il y a derrière les mots, mais je dis bien la plupart du temps en fait c'est quelqu'un qui se sent en sécurité ou qui se sent comblé. J'ai déjà fait une vidéo pour décrire qu'il n'y a pas d'émotions positives, négatives, qu'il n'y a qu'un jugement des émotions. Quand on ne juge pas les émotions et qu'on les écoute, il n'y en a pas des positives et des négatives. Une émotion est une alarme qui pointe sur un décalage identitaire, sur une fracture identitaire. Donc c'est ni positif ni négatif, c'est juste une alarme qui fait son boulot. Et elle fait son boulot des fois de façon positive et des fois de façon négative. J'ai déjà fait une vidéo où je témoigne de 4 échelles émotionnelles, dont une positive aussi. J'ai déjà fait ça, mais là je le refais avec un autre exemple, parce que je pense qu'il est très très éclairant. Et j'espère que, alors d'une part ça pourra vous aider si vous essayez de faire des échelles émotionnelles tout seul, ça pourra vous aider à voir comment ça marche. Mais je ne vais pas trop, le but de la vidéo ce ne sera pas d'expliquer comment on fait une échelle émotionnelle. Donc là vous allez avoir 2 exemples, mais je ne vais pas rentrer trop dans les détails, ce n'est pas le but. Le but ça va être que vous puissiez voir la réalité derrière ce qu'on croit être l'amour en Occident, et j'insiste, pas seulement en Occident, mais quand on confond l'attachement avec l'amour, quand on confond l'amour avec la possessivité, la jalousie, avec le manque, en fait avec le vécu affectif d'un dépendant affectif, malheureusement on met le mot amour derrière la dépendance affective dans l'immense majorité des cas. La plupart des romans d'amour c'est des romans de dépendance affective, les films d'amour c'est des films de dépendance affective, et donc là c'est une expérience d'une personne qui est une démonstration de ça, parce que c'est bien beau moi je dis ça, après tout je dis ça, il y en a d'autres qui disent autre chose, mais là c'est un témoignage vécu, c'est pour moi un peu comme un scanner de la psyché, et si vous voulez gagner en intégrité pour vous-même, vous pouvez faire la même chose, vous pouvez faire une échelle émotionnelle avec vos émotions positives, avec vos états dits amoureux, et puis vous verrez bien ce que vous trouverez. L'idée c'est d'être intègre et d'être honnête, au lieu de rationaliser les émotions positives comme de l'amour. Donc, l'échelle émotionnelle, on part toujours d'un moment précis, un moment donné, un lieu donné, qui a été un déclencheur émotionnel. Donc là, du coup, comme on voulait prendre quelque chose de positif, elle a choisi le moment suivant, qui est une sortie en pleine nuit avec son amoureux, donc, relativement au début de la relation. Et voilà, ils étaient à regarder tous les deux les étoiles. Il était dans son dos, elle était dans ses bras, et regardait les étoiles. Et alors voilà, pour elle, tout était merveilleux. Elle s'est dit, voilà, il y a vraiment quelque chose de possible entre nous, il y a des sentiments, etc. etc., etc. Et donc, quand je l'invite à se reconnecter à ce moment et me dire ce qu'elle ressent maintenant, en échelle émotionnelle, ce n'est pas un souvenir mental de ce qu'on a ressenti dans le passé, c'est cette
particularité de se replacer maintenant, mais dans le contexte, je dis bien dans le contexte du souvenir qu'on cherche à explorer en profondeur. Donc c'est intemporel, c'est un petit peu particulier, mais l'intelligence émotionnelle fait ça très bien. Elle est intemporelle, l'intelligence émotionnelle. Donc on peut très bien se remettre dans un contexte qui n'a rien à voir avec qui je suis maintenant, mais c'est moi maintenant, c'est-à-dire c'est mon intelligence émotionnelle maintenant qui envoie ou pas ses alarmes selon où j'en suis maintenant, en visitant certains de mes souvenirs. C'est un moyen très clair de savoir si oui ou non on est en paix avec certains souvenirs. Donc si elle se replace dans ce moment où elle regarde les étoiles avec son amoureux derrière elle, ce qu'elle ressent, c'est « je me sens en sécurité ». Donc tout ce que je vais dire là, c'est les mots que cette personne m'a dit, hein. Il n'y a aucun mot de ma part. Elle précise qu'elle ressent, donc ça c'est au présent, hein. C'est quand elle s'y remet, ça refait l'histoire. Pourtant au moment où on en parle, cette histoire est terminée. Elle a rompu depuis quelque temps et elle ne souhaite pas revenir dans cette relation. D'ailleurs, la deuxième échelle émotionnelle, ce sera sur ce qui se passe après la rupture. Donc c'est intéressant aussi de voir commencer au début, donc on va être de l'amour et commencer après. Donc au moment même où elle se replace sincèrement, comme si elle est au début de cette relation, donc elle ressent une ouverture au plexus solaire et je me sens en sécurité. Ça c'est l'émotion. Le déclencheur de l'émotion, c'est il est derrière, dans mon dos, et devant il y a l'ouverture vers les étoiles. Voilà. Donc c'est ça, c'est cette situation qui fait qu'elle se sent en sécurité. Donc la pratique de l'échelle émotionnelle, c'est d'être conscient qu'une émotion a un déclencheur, mais que le déclencheur n'est pas la cause. C'est que si elle se sent en sécurité, il y a bien une raison. Et donc si elle va écouter au fond d'elle, qu'est-ce qui fait qu'elle se sent en sécurité? Au fond, elle touche un manque. Parce que se sentir en sécurité, ça montre bien qu'il y a une peur ou donc un manque. Et elle touche le manque devant la non-présence de l'autre. C'est-à-dire qu'elle sent bien que si elle est en sécurité, elle, là parce qu'il est là, c'est parce que s'il n'est plus là, de coup c'est le manque. Ou même elle me dit, en fait, ça me donne envie d'aller vers les étoiles, mais genre d'avancer dans ma vie, de réaliser mes rêves. Mais si je fais ça, il est plus là. Et donc, je me sens pas si bien d'aller dans les étoiles, je me sens pas si libre d'aller dans les étoiles. Ce qui est typiquement le vécu du dépendant affectif. Il ne va pas réaliser sa vie parce que sa priorité, c'est de remplir son manque affectif par un individu extérieur, ce qui ne se passera jamais. C'est un puits sans fond, ça ne se satisfera jamais. Donc au fond, elle sent bien qu'il y a un manque devant la non-présence de l'autre. Ce manque, quand elle le ressent ici et maintenant, en se plongeant dedans, je me plonge dans le manque, c'est ça la pratique, et je ressens plus profondément, elle ressent un vide, une colère, car son père était absent, donc la non-présence de son amoureux la ramène à son père absent, et à sa mère, qui n'était pas vraiment là pour moi quand j'ai besoin. Donc en fait, le manque la ramène directement à son vécu d'enfance, devant lequel il y a encore un vide et il y a encore une colère, parce que son père était absent et sa mère n'était pas là pour elle quand elle avait besoin. Qu'est-ce qu'il y a au fond de ça? Qu'est-ce qui fait qu'elle se sent en colère, elle se sent vide devant ça? Donc l'émotion, elle est maintenant, hein, elle se replace dans son contexte d'enfance avec ses parents, et c'est maintenant qu'elle s'est active, hein, ça c'est très important. Elle ne dit pas ce dont elle se souvient. Et qu'est-ce qui fait qu'il y a ça? Elle contacte d'autres émotions encore plus profondes, qui est je me sens anéanti, je ressens une grande tristesse devant les violences physiques de mon frère et ma mère qui savait et qui laissait faire. Donc elle avait un frère qui était très violent physiquement, qui s'amusait, si je puis dire, à lui faire du mal, à la tordre les bras, etc. Il l'appelait, non je ne vais pas dire comment il l'appelait, parce que ça peut être une indication trop précise. Donc elle se sent anéantie, elle ressent une grande tristesse devant ça. Il y a les deux éléments, hein, ce qui rejoint avec l'émotion du dessus, hein, ma mère n'est pas là quand j'ai besoin. Effectivement, je suis agressé souvent, donc c'est pas un truc qui est arrivé une fois. Mon frère me fait subir beaucoup de violences physiques et ma mère elle le sait, je sais qu'elle le sait et elle laisse faire. C'est-à-dire je peux rien dire, de toute façon ça sert à rien que je dise quelque chose, donc je me fais agresser, c'est très très douloureux et j'ai personne pour demander de l'aide. Qu'est-ce qui fait, on continue, hein, tant qu'on n'est pas au fond, là, qu'on continue, qu'est-ce qui fait qu'elle se sent comme ça devant ça? S'il y a une émotion, c'est qu'il y a une cause. Au fond, elle se sent abandonnée, rejetée devant le non-amour de sa famille. Et qu'est-ce qui fait qu'elle se sent abandonnée, rejetée devant le non-amour de sa famille?
Là, on arrive à l'identité virtuelle. Je suis morte à l'intérieur sans l'amour, l'attention et l'écoute. Donc, ce que j'appelle l'identité virtuelle, c'est quand on est enfin vraiment arrivé à l'origine de l'enjeu psychologique, c'est-à-dire quand on est au niveau existentiel. Là, c'est formulé de la manière « je suis morte à l'intérieur ». Et elle exprime là une croyance qui est ici et maintenant, hein. Ça veut dire que la cause de son problème n'a rien à voir avec son passé. La cause de son problème n'est pas ce qui lui est arrivé avec son frère et sa mère qui n'est pas présente et son père absent, non. La cause de ses problèmes maintenant est maintenant dans sa tête parce qu'elle croit qu'elle ne peut pas exister sans l'amour, l'attente et l'écoute. Ce qui fait d'elle une dépendante affective qui va passer sa vie à courir après l'amour, l'attention, l'écoute. Et ce qui, en surface de ce qu'on a décrit tout à l'heure, lui fait croire que quand elle se sent comblée, en plus par illusion, là maintenant elle sait qu'avec cet homme elle n'était pas du tout en sécurité, mais quand elle se sent comblée, elle croit qu'elle est amoureuse. Ça n'est qu'une émotion qui n'est pas là pour lui dire regarde cet homme te convient, regarde ce qui t'arrive c'est bien. L'émotion est là pour lui dire mais arrête de croire que tu ne peux pas exister si tu n'as pas l'amour, l'écoute, etc. Attention, hein, ça ne veut pas dire que l'amour, l'écoute, l'attention n'est pas important. Ça veut dire que ce n'est pas un besoin existentiel, c'est un besoin relationnel. Et un adulte, c'est à lui de satisfaire ses besoins en apprenant à s'entourer correctement. L'adulte, c'est sa responsabilité que d'avoir ses besoins relationnels comblés. Il doit choisir les personnes qui lui conviennent, les personnes en l'occurrence qui lui apportent amour, attention, écoute. Donc quand il y a des personnes qui ne lui apportent pas, simplement, ce n'est pas des gens qu'il faut garder à proximité, famille ou pas famille. Je vais préciser que l'identité virtuelle met vraiment la personne qui est dans cette croyance existentielle, dans cette condition existentielle, elle met la personne à l'envers. C'est-à-dire que la personne croit que pour exister, il faut avoir l'amour, l'attention et l'écoute. Et donc elle va courir après ça parce que sinon elle n'existe pas. Or, la réalité, c'est que pour avoir l'amour, l'attention et l'écoute, il faut exister. C'est le contraire. C'est pas pour exister, il faut l'amour, l'attention, l'écoute. C'est pour avoir l'amour, l'attention, l'écoute, il faut exister. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je suis moi dans toute ma puissance, inévitablement, il y aura des gens qui vont m'aimer, qui vont m'écouter, qui vont être attentifs. Ça ne peut pas être autrement. Et je dois accepter les gens qui ne m'apprécient pas, qui n'ont pas envie de m'écouter, qui me détestent. Ils vont prendre leur chemin et moi le mien. Et il y aura d'autres personnes qui vont être intéressées par qui je suis. Et pour ça, il suffit que j'existe. Donc cette phrase détruit complètement la vie parce qu'elle met ma vie à l'envers et elle met ma vie focalisée sur l'amour, l'attention, l'écoute, alors que c'est quelque chose qui vient tout seul, naturellement. Il y a une abondance de ça dans le monde, mais il faut oser être soi-même, totalement sans se soucier des conséquences pour avoir une abondance d'amour, d'écoute et d'attention. Par exemple, c'est ce que j'ai. Je fais simplement des vidéos en disant des choses qui sont très désagréables en général. Donc il y a plein de gens qui ne feraient jamais ça parce qu'ils ne voudraient pas qu'on soit fâché contre eux, etc. J'ai une abondance d'écoute, d'attention, d'amour autour de moi. Parce que même si c'est désagréable, il y a quelques personnes qui trouvent que c'est très aidant et qui apprécient d'écouter ça. Et il y a des personnes qui me détestent, qui pensent que je suis fou ou je ne sais quoi, et ils ont bien raison. Donc voilà un exemple que je trouve vraiment très profond, d'autant que on part vraiment de ce qui est le cliché de l'amour, avec même le plexus solaire. Donc il y a plein de gens qui vont être dans la confiance que s'ils sentent leur plexus qui s'ouvre, alors là ça veut dire qu'ils sont dans le cœur, dans l'amour. Il y a tout le délire New Age qui va dans ce sens. Là on est dans la réalité de ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est quelqu'un qui a le plexus coincé tout le temps, parce qu'elle est tout le temps en insécurité. Et à ce moment-là, simplement, ça lâche. Parce que là, il y a quelqu'un qui la sécurise, qui la prend dans ses bras. C'est pas du tout qu'elle est dans l'amour avec son plexus ouvert, c'est juste qu'enfin, elle lâche l'insécurité. C'est tout ce qui se passe. C'est tout ce qui se passe. Donc si moi je laisse mon mental me dire « Ah ouais, là j'ai le plexus ouvert, ça y est, je suis dans l'amour », simplement j'écoute rien de mon corps, j'écoute rien de mes émotions. C'est pas très compliqué. Ce que je viens de vous dire là, c'est quelque chose qu'on a fait en 10 minutes, un quart d'heure. Hein. Donc ça prend pas 15 ans de psychanalyse pour aller au fond de quelque chose. Il s'agit juste d'être intègre, à arrêter de faire genre que l'amour c'est le manque, la jalousie, le besoin, la possessivité, l'attachement. Et une fois que la personne elle veut plus de nous, la haine, la vengeance, etc. Il faut être un petit peu sérieux, 2 secondes. Alors, je vais aussi vous
témoigner d'une autre échelle émotionnelle qu'elle a fait. C'est très intéressant. C'est la première qu'elle avait fait. Hein. C'est rare qu'on commence avec des vécus positifs. Mais elle a eu l'intégrité d'avoir envie de faire ça, de faire une échelle émotionnelle avec ce qu'elle croit être l'amour pour vérifier. Donc moi je ne l'ai pas poussé, hein, je ne pousse jamais personne à rien. Mais comme elle a voulu le faire, et en plus comme elle vous fait le cadeau de le partager, voilà, j'insiste, ayez une pensée très reconnaissante et en gratitude pour elle, parce qu'elle vous fait un énorme cadeau. Alors, l'autre émotion, cette fois, c'est après la rupture. Elle a quand même une opportunité de se retrouver en présence de son ex, du coup, mais très récent. Et il a un regard très froid, il a un comportement très très distant. Et ça la met dans une émotion très violente. Et donc, elle cherchait à comprendre ça au tout début. Donc on part de ça, cette soirée où elle est en sa présence, mais ils ne sont plus ensemble. Et il y a la froideur dans son regard qui est un puissant fond, dit-elle. Donc quand je l'invite à se replacer là-dedans, donc maintenant, dans ce contexte, et qu'est-ce qu'elle ressent maintenant, j'y tiens. Vous ne faites pas une échelle émotionnelle si vous vous souvenez de ce que vous avez ressenti. L'échelle émotionnelle, c'est utiliser son intelligence émotionnelle. Ce que moi j'appelle l'intelligence émotionnelle, c'est simplement le fait de ressentir. C'est le processus qui vous déclenche des émotions. Vos émotions sont toujours déclenchées pour une raison très précise et très intelligente. Quand des fois on dit ouais les émotions c'est irrationnel, etc. Non, ce qui est irrationnel, c'est de faire comme si les émotions parlent de ce qu'il y a à l'extérieur. C'est ça qui est irrationnel. Les émotions, quand vous les écoutez, vous pointent très rigoureusement et très précisément sur votre fracture identitaire. Et c'est toujours tout à fait rationnel, tout à fait adapté et tout à fait intelligent. Il n'y a aucune émotion qui est autre chose que ça. Quand vous croyez que vous avez une émotion débile, c'est que vous n'avez pas compris à quoi ça sert les émotions et que vous les vivez à l'envers et que vous les interprétez à l'envers. Donc, quand je l'invite à ressentir maintenant, mais en se plaçant dans le contexte de cette froideur, etc., elle se sent niée car elle n'existe pas pour lui. Qu'est-ce qui fait qu'elle se sent niée car elle n'existe pas pour lui? Au fond, ça la ramène à une grande tristesse parce que mon père, pour lui, j'existais pas et pour ma mère, j'étais son objet, me dit-elle. Elle donne des détails, mais c'est pas forcément important. Encore une fois, en fait, elle ramène à son enfance avec des larmes qu'elle ne peut pas retenir, donc une émotion très intense ici et maintenant, simplement en se replaçant dans le contexte de son enfance avec le comportement global de son père et le comportement global de sa mère. Et qu'est-ce qui fait qu'il y a cette grande tristesse? Immédiatement, elle arrive à « je n'existe pas » si je suis soit manipulé, soit dans la non-existence pour l'autre. Hein. Soit si je suis manipulé par l'autre ou si j'existe pas pour l'autre, alors j'existe pas. Je ne peux jamais être moi-même. Alors, il y avait deux raisons pour moi à vous décrire aussi cette échelle émotionnelle. La première, c'est que je trouve très intéressant. Ah non, je vais plutôt dire dans l'autre sens. La première, c'est que c'est la même identité virtuelle, mais il y en a une qui est formulée en mode positif, l'autre en mode négatif. C'est-à-dire qu'on arrive à la même condition existentielle, mais dans un cas, elle dit qu'est-ce qui lui manque pour exister, c'est-à-dire il lui manque l'amour, l'écoute, l'attention. Et dans l'autre cas, elle dit qu'est-ce qui fait qu'elle n'existe pas, c'est-à-dire la manipulation et la non-existence de l'autre. Donc la formulation a beau être différente, on parle bien de la même chose et de la même condition existentielle. Donc c'est rigoureusement la même identité virtuelle. Donc je trouve ça intéressant aussi de voir que c'est très subjectif tout ça, donc ça peut être formulé différemment, mais on voit bien que soit on peut dire là on manipule, là j'existe pas pour l'autre, mais on peut aussi tout à fait dire là il n'y a pas l'écoute, il n'y a pas l'attention, il n'y a pas l'amour. On peut très bien dire les deux, ça décrit la même chose. Le problème, c'est surtout qu'elle croit qu'elle ne peut pas exister, soit dans ces circonstances, soit sans l'amour, l'écoute, l'attention. Ce qui est faux, je ne vais pas y revenir, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une identité virtuelle. Ce qui est intéressant, c'est que donc on arrive rigoureusement au même problème psychologique en partant de ce qu'elle croit être l'état amoureux ou en partant de ce qu'elle croit être le choc émotionnel de voir que son ex, il la calcule plus comme ça aussi rapidement. Donc ça a l'air d'être des émotions qui n'ont rien à voir, ça a l'air d'être des circonstances qui n'ont rien à voir. Pourtant, ce sont deux émotions qui, quand on les écoute, pointent simplement sur le même problème psychologique, sur la même fracture identitaire, sur la même névrose, sur le même fond de dépendance affective. C'est-à-dire que dans tous les cas,
son intelligence émotionnelle est là désespérément pour l'aider à dépasser sa dépendance affective, pour qu'elle arrête de se prendre pour une petite fille qui n'existe pas si on ne l'aime pas, pour qu'elle soit enfin la femme libre, indépendante. C'est ça que son intelligence émotionnelle essaye de faire. Des fois, elle le formule positivement, avec ce qu'elle croit être, ce qu'elle rationalise comme étant « je suis amoureuse » ou « je tombe amoureuse » ou j'ai un état amoureux. Des fois, elle le rationalise en mode oh, c'est dégueulasse, comment il peut m'oublier comme ça, c'est n'importe quoi, ça veut dire qu'il ne m'aimait pas, etc. Mais les émotions n'ont rien à voir avec ce qui se passe dehors, elles pointent sur l'intérieur. Voilà encore un exemple de plus qui est une pratique. Je pense que ceux qui écoutent bien mes vidéos connaissent mon approche agnostique, donc je me manque le mot, tout ce qui est dogme, ça va être plus simple. Tout ce qui est dogme ne m'intéresse pas, tout ce qui est idéologie ne m'intéresse pas. Alors évidemment, il y a toujours des petits malins qui vont dire oui, mais ça aussi c'est une idéologie, etc. Ok. En tout cas, l'échelle émotionnelle c'est une pratique, d'accord? Et c'est à la pratique que j'invite. Donc à la limite, écoutez pas ce que vous pensez ou pas être mon idéologie, mais pratiquez l'échelle émotionnelle, parce que ce que moi je dis, on s'en fout, mais par contre ce que votre intelligence émotionnelle vous dit, je vous conseille, pardon, je vais un peu vite là, ce que votre intelligence émotionnelle vous dit, je vous conseille vivement et sérieusement de l'écouter, et d'arrêter de faire genre que vos émotions parlent de l'extérieur. Je fais toujours le même geste, vous avez un capteur qui vous parle de ce qu'il y a à l'extérieur, c'est vos 5 sens. Vos 5 sens, oui, elles sont là pour vous informer du réel, mais vos émotions vous parlent de vous. Et être clair et consciencieux dans l'expérience humaine, c'est surtout pas imaginer que tout l'émotionnel, c'est le ressenti, c'est vos intuitions, la spiritualité, votre sensibilité, blablabla, le cœur, tout ça. Non, c'est quelque chose de fabuleux, mais qui vient pointer votre intériorité intime dès qu'elle est en décalage. Dès que vous vous prenez pour autre chose qu'un être libre, indépendant et autonome, vous aurez des émotions qui vont vous encourager à le devenir. Voilà mon témoignage, après avoir aidé des humains à écouter leurs émotions maintenant depuis plus de 15 ans. Après vous ferez ce que vous voudrez de mon témoignage, pour moi tout est ok. Dans tous les cas, c'est le réel qui est plus fort que toi. Vous pouvez penser de ce que vous voulez de l'amour, vous pouvez penser de ce que vous voulez de vos émotions, mais vous vivrez de toute façon ce qu'elles sont réellement. Voilà, merci d'avoir écouté, j'espère que ça aidera bien. Je remercie encore du fond du cœur la personne qui m'a autorisé à vous témoigner de ces échelles émotionnelles. C'est un beau cadeau. Et voilà, au revoir.